Donc, Baruch Hashem, nous commençons avec la paracha de Teruma dans le Rafralab, dans Mei Marom sur Nimuka Mikraot. Comme vous le voyez, il n'y a que 2 points. Je n'ai même pas essayé de filtrer ou d'enlever ou de faciliter. Il n'a pas écrit beaucoup dans ses commentaires sur les versets de ce chapitre, de ce Mei Marom 5e volume. Donc, j'en ai profité en même temps pour vous rapporter, dans le même ouvrage, il a tout un commentaire dans la même, je dirais, dans la même structure, dans la même méthode, concernant la Megillat Esther. Donc, je vous ai rapporté 2 versets de la Parashat Teruma et la Megillat Esther. Et ce qu'en fait, je vous propose, c'est que Bezrat Hashem, jusqu'à Purim, pareil, selon l'œil, l'angle, le regard, l'axe du Rafralab, on va essayer comme ça aussi d'aborder certains versets de la Megillah. Première chose, Daber, El Bene Israël, Vaikrechu, Li Teruma. Li Teruma, nous dit Rashi, Li Leshmi. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en réalité, donc, c'est clairement, eh bien, pour moi, en mon nom, ce don qui est pris, justement, eh bien, le Rav Karla va commenter cette explication de Rashi en disant justement, Lo li leatzmi, rak leshmi. Ce n'est pas pour moi, c'est pour mon nom. On peut s'étonner de la formule, parce que quelle est la différence pour, entre guillemets, l'essence d'Akadosh Baruch Hu et son nom? Aïnou, justement, les Shem Milouy Shmo chez l'Akadosh Baruch Hu. Pour remplir, compléter le nom d'Akadosh Baruch Hu. On est encore plus perplexe sur le sens de cette formule. Bon. Comme vous le savez certainement, c'est une opportunité. Nous nous approchons, ce n'est pas un hasard. Peut-être j'aurais dû l'évoquer, je l'évoque dans plusieurs de mes interventions ces derniers jours, parce que c'est tellement cohérent. Vous savez que l'année hébraïque, quand elle n'est pas embolismique, il y a souvent des convergences, des coïncidences qui ne sont pas des coïncidences, mais des convergences entre la période de l'année et l'éphéméride, entre les parachiotes et l'éphéméride. En l'occurrence, vous savez, par exemple, on en parlera, je pense, un peu plus la semaine prochaine. C'est aussi d'ailleurs un petit résumé sur notre book que je prépare sur la personnalité de Moshe. J'ai fait 2 cours sur le sujet. Bref, vous savez que Moshe Rabbeinu est décédé le 7 Adar. Et dans la même logique, il se trouve que la paracha de la semaine prochaine, comme vous le savez, la paracha de Tetzavé, le nom de Moshe n'apparaît pas. Et on sait aussi que c'est la période, vous savez, que Haman a jeté les dés, etc., pour pouvoir essayer de nuire à Israël. Et justement, c'était au mois de Hadar volontairement. Donc vous avez cette ambivalence comme ça qui est indiquée. Quand on parle de remplir le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que le nom d'Akadosh Baruch Hu n'est pas complet. Pourquoi n'est-il pas complet? Parce que Amalek n'a pas été détruit. Hein? Donc, il importe de pouvoir remplir ce nom, compléter ce nom, parce que nous allons y faire ici dans ce monde. Et quand justement, il y a un enseignement qui est bien connu sur le fait que Aman va essayer d'économiser de l'argent pour pouvoir mener à bien son projet de détruire le peuple juif. Et nous, quelque part, justement, c'est Shabbat Shkalim, Shabbat dernier, où, eh bien, nous anticipons la tzedaka, nous anticipons l'argent que nous allons utiliser à des fins de sainteté, à des fins du Mishkan, à des fins du Mikdash. Et quelque part, c'est notre meilleur bouclier, j'ai envie de dire, envers Aman. Lui, il va vouloir nous porter préjudice en économisant de l'argent contre Israël, et nous allons récupérer de l'argent, compiler de l'argent pour Akadosh Baruch Hu. Toute petite parenthèse, ceux qui ont suivi un petit peu ce qui est en train de se passer en ce moment, j'ai cru comprendre que le souvenir du Machatzit HaShekel, ma femme aussi m'a montré, m'a envoyé ça, a énormément augmenté. Vous savez? C'est ça, c'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu 86. Et après,
on a vérifié et maintenant, ils sont à 88. C'est ça. Apparemment, l'index, j'ai entendu 86, mais peu importe, ça reste dans ces tarifs-là, que comme l'or est indexé, et ce qui est assez impressionnant, c'est que l'année dernière, c'était quand même. C'est l'or. Ça, ah oui. Les nazis, c'est pas de problème chez Non, c'est parce qu'il s'est indexé. Parce que c'était 2 grammes d'or. C'est ça, exactement. Chez nous, il n'y a pas de problème. Non, non, je sais. Là, non, non, non. Non, c'est pas vrai. Mais c'est converti à. C'est converti en argent. Oui, dans la quoi, c'était 2 fils d'or ou 2 grammes d'or, ouais, ouais. C'est pour ça. C'est pour ça que ça a monté. Il se trouve que, on ne va pas s'en plaindre, il se trouve que le shekel est extrêmement stable, il se trouve que, etc., etc. Et tout ça fait que, étrangement, de l'année dernière, et encore une fois, tout ce que je vous dis, ce n'est que pour les Sfaradim. Parce que les Ashkenazim, pour la plupart, on passe problème par rapport à ça. Puisque certains même donnent carrément un demi-shekel, au sens de la monnaie contemporaine. Donc, il n'y a pas de problème. Mais pour ma part, je sais que quand j'ai compris que c'était passé à 86 shekels, vous savez que, bon, je fais vraiment une toute petite parenthèse, j'en profite pour vous la faire partager. Toutes ces années, en général, c'est autour de 20 à 30 shekels. 26, 30, 33, 34, ça va. Et toutes ces années, ce que j'avais l'habitude de faire, c'était pas de le donner uniquement en mon nom, ce qui est a priori au niveau de la Torah. C'est ça, exactement. Alors, moi, ce n'était pas par 21, mais c'était par 6. C'était par 6 parce que je donnais pour ma femme, mes enfants, filles et garçons. Et voilà. Et quand effectivement j'ai entendu que maintenant c'est passé à 86 shekels, alors vous comprendrez, je ne suis pas devenu, comment dirait, un pingre ou une pince, mais il est certain que je ne vais pas me donner 86 multiplié par 6. Donc ça suscitait une question. Donner. Ouais, c'est ça. Je pense que. Ok. Non, parce que c'est indexé en fonction de l'or. C'est indexé sur l'or. Exactement. Et comme l'or a monté, donc automatiquement, c'est impliqué pour ça. D'accord? Mais il faut juste rappeler que cet argent n'a pas pour œuvre d'être donné à la tzedaka. Juste pour le rappeler. Hein? C'est donné à un Bet Midrash, c'est donné à un yeshiva, c'est donné à un vrai. Bah bon, mais en tout cas, donné à un rapport à l'étude de la Torah, parce que c'est censé à la base être le souvenir, je rappelle, ce n'est pas une mitzvah, c'est censé être le souvenir du Bet Amikdash. Pas? Qui, je rappelle, et j'ai failli donner un cours là-dessus, vous pouvez regarder sur mon site, sur le fait de rassembler effectivement cet argent quand on voulait compter le peuple. Et comme le peuple ne peut pas être comptable, puisqu'il est hors nature, donc on passait par ce Machatzet HaShekel. D'où le fait que ça passe par les hommes, puisqu'on part à l'armée, etc., etc. Pas une des raisons qui était évoquée d'ailleurs, c'est que justement, quand on a besoin de compter les unités pour aller se battre, pas, de là, c'est une blague, hein, de là, les Haredim n'ont pas besoin de faire Machatzet HaShekel. Vous voyez. Bon, en tout cas, voilà, je fais la parenthèse là-dessus. Et ce qu'on entend ici, tu voulais dire quelque chose pendant que j'ai pas entendu. Tu voulais dire quelque chose? D'accord. Non, non. Non, je ne sais pas. Mais c'est la base pour ça, parce qu'on utilise cet argent qui est utilisé pour des fonds publics, pas pour construire, pour acheter les sacrifices publics, en l'occurrence. D'accord? Sacrifices publics, pas tous les sacrifices. D'accord? Maintenant, le fait est, c'est que je reprends son nom, donc ne pas complet, et donc quand Rachid dit l'ishmi, il faut bien entendre que notre volonté, c'est de compléter, si je puis dire, l'édifice. Tu vois? C'est ce qui sort de ça. C'est là pour que Amalek, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand on fait ça, automatiquement, il y a une sorte de. Voilà. Quand on rappelle à Shabbat Zachor, c'est voilà, c'est la semaine prochaine, mais pas ce Shabbat, mais Shabbat après, on se rappelle que Moshe, il a les bras en haut, c'est pas seulement il se tourne vers le ciel, c'est que Moshe mène la guerre en haut et Yoshua mène la guerre en bas. C'est-à-dire que cette force du mal qu'il faut détruire pour que le monde soit parfait, pour que le monde soit complet. Et donc, pour que le nom d'Akash Baruch Kes Ya, il ne soit pas justement Kes, mais qui sait le nom complet d'Akash Baruch. Donc, ainsi qu'il est dit, chez Ma, chez Aboro, Avoda, sur Kavoa, on parle de quelque chose qui a une valeur intense. Ce n'est pas une question d'avoir besoin de cet argent, justement. Ou Bema, chez Nogal et Milouy, chez Mota, Baruch. Puisque, encore une fois, il n'a de sens que pas pour des fins économiques,
mais en réalité, pour justement, eh bien, encourager le nom d'Akash Baruch Hu à se révéler pleinement dans ce monde. Je vous rappelle que, comme j'aime rappeler le Sfat Emet, pour que le nom d'Akash Baruch Hu se révèle pleinement dans ce monde, il faut qu'il y ait un espace qui s'y prête. Donc Eretz Israël, donc Yerushalayim, donc Arabait, donc le Beth Amikdash. Mais il faut aussi qu'il y ait donc justement un réceptacle qui est capable de faire le lien entre le haut et le bas, et donc entre le bas et le haut. Ce qu'on appelle en hébreu un kli. Ce qu'évoque le Sfat Emet, kli, c'est donc les initiales de Cohen, Lévi, Israël. Bon, on a cette pleine implication. En Hashemot, mitmali ou mitgalim baolam, shebeze avoda janut sorer gavoa. Rien ne peut se remplir dans le monde, puisqu'encore une fois, on n'a jamais la complétion même de l'identité. Donc, c'est-à-dire que ce que nous œuvrons en rapportant cet argent est à une nécessité grande, importante, puisque je répète, elle permet, d'une certaine manière, donc c'est encore une fois les inclinaisons du cœur, qui permettent à ce nom de Akash Baruch Hu d'être pleinement présent. Et donc, ils vont prendre mon offrande, Troumati. Parce que vous avez le deuxième point. Tikfrou et Troumati. Prenez mon offrande. Toujours bon d'avoir en tête à chaque fois ce verset bien connu, que ce qui est à César, il faut donner à César, ce qui est à Dieu, il faut rendre à Dieu. N'est-ce pas? Bien fait. Avec la nuance extraordinaire dans la tradition hébraïque, Hashamaim Lachem, Ba'aretz Natan Livne Adam. La nuance, c'est le Natan. Tout appartient à Kadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? Seulement, ce qui concerne la réalité terrestre a été donné dans la bienveillance du Créateur à l'homme. Donc, il importe de révéler ce projet divin, encore une fois, sur Terre. C'est la mission de l'homme. Ça reprend le propos que je tenais il y a 2 minutes. C'est-à-dire que justement, par cet effort, par cette intention pure, pour Akash Baruch Hu, pour son nom, encore une fois, pour que ce soit plus clair, je vais rajouter une dimension. On pourrait se contenter à chaque fois, et c'est tout mon problème avec certaines écoles, on pourrait se contenter de dire moi je fais tout ce que Shulchan Aruch il dit, donc je suis parfait. Ce qui serait une piètre erreur. Et puis il y a l'autre versant qui n'est pas moins problématique, je me sens proche de Dieu. Vous savez, je me sens proche de Dieu? Non, mais Dieu s'en fiche que je mange kasher ou pas, c'est mon compte entre moi et Dieu. D'accord? C'est aussi ridicule, ok? Mais ceux qui pensent maladroitement qu'en accomplissant les mitzvot, la béa de la journée, volontairement j'utilise cette expression, on est tranquille, c'est aussi une absurdité. Il y a quelque chose de fondamentalement nécessaire à travers cette paracha de Trouma, justement, c'est de comprendre qu'il nous importe d'œuvrer constamment pour... Exactement. Mais ce tranquille, c'est en fait, si on est tranquille, c'est pas vrai, après 120 ans. Voilà. Après 120 ans, on va être tranquille. Mais, sauf si vous avez le privilège d'être un sadique, alors vous allez continuer à travailler pour l'âme Israël. Ce que je vous souhaite. D'accord? Mais c'est ça. Parce qu'on n'est pas en état de stress. Mais il est clair qu'on passe son temps à continuer à vouloir, encore une fois, améliorer intentionnellement, etc., etc., à s'améliorer. Et c'est logique, entre parenthèses. Maintenant, c'est ça. Donc, si vous faites cet effort, que vous savez que vous servez Akadosh Baruch Hu, c'est quand même un privilège énorme de savoir qu'on sert Akadosh Baruch Hu. On entend parfois certains comme étant justement un obstacle, un fardeau, un joug, justement. Mais c'est un joug d'amour. On est le fils du roi, on n'est pas n'importe qui. Ça nous donne des privilèges et ça nous donne des responsabilités. Tiou betuchim, justement, si vous œuvrez intentionnellement, volontairement, investi pour moi, pour mon nom, alors vous pouvez être certain que vous prendrez mon offrande. Aïnou, Achelek ha'elion shel HaKadosh Baruch Hu, aganus bo.
Qu'est-ce que vous voulez? Servir le Shulchan Aruch ou être le Shulchan Aruch? C'est ça toute la question. D'accord? Elle est claire, ma nuance? En hébreu, je dis différemment. En hébreu, je dis, est-ce qu'on veut la avod lefi Shulchan Aruch ou rotzim la avod et Shulchan Aruch? C'est ça la nuance. Tu vois, c'est cette nuance-là qui est. Tu as raison quand tu dis ces prétentions. On ne veut pas être le Shulchan Aruch, mais on est intéressé à ce qu'en réalité, on soit motivé parce que le Shulchan Aruch exige de nous. Et pas comme une réglementation impersonnelle technique. D'accord? Parce qu'encore une fois, il y a une expression du Tanya que j'aime beaucoup, c'est on ne veut pas de ta Torah, on te veut toi. Et le Balatania, évidemment, ne peut pas être soupçonné de ne pas suivre la halakha, mais dans le sens où on a parfois tendance peut-être à oublier que derrière Shulchan Aruch, il y a Kadosh Baruch Hu. Et ce qui nous importe à travers le Shulchan Aruch, comme dit le terme, l'expression bien connue, mitzvah, c'est de s'unir avec le Créateur. C'est un moyen, et la Torah, C'est ça. un moyen. Bon, la Torah, c'est un peu plus que ça. Parce que la Torah, elle te dit clairement à Akash Baruch que c'est je me suis donné au peuple. C'est-à-dire que la Torah est la parole d'Akash Baruch en tant que telle. Et c'est pour ça que la Torah, justement, n'est pas un livre de halakha. Quand les gens ils suivent la Torah, ils disent mais c'est permis ou c'est interdit? Mais la question, elle n'est pas là. Quand on parle de Torah, quand on demande, je ne sais pas, quand on parle de Lot avec ses filles, on n'est pas en train de demander si au niveau du Shulchan Aruch, c'est permis ou non. Non, c'est un problème. Il y a une raison profonde, etc. Il y a une dynamique derrière. Mais c'est ce qu'il faut saisir. C'est comment Akadosh Baruch Hu se révèle dans notre monde. C'est l'évocation de la Torah. Mais quand on parle de la halakha, en réalité, on n'est pas seulement en train de révéler comment est-ce que Akadosh Baruch Hu se révèle à nous, mais comment est-ce que nous allons pouvoir nous rapprocher de lui. Et notre objectif, c'est de lui. Et de lui, ça implique justement, comme il est indiqué, que mon objectif n'est pas moi, n'est pas en tirer un plaisir personnel. Il y a une remarque que j'ai eu l'habitude de faire, à savoir, est-ce qui est très difficile, est-ce que tu fais la Torah parce que tu kiffes, ou c'est parce que tu kiffes que tu fais la Torah? Et en gros, c'est ça le problème. C'est qu'on a peut-être avoir tendance parfois, à travers notre histoire, ça s'est démontré, que je veux bien faire des mitzvot, mais s'il n'y a pas de contrainte, si j'y prends du plaisir, bah, la difficulté, justement, c'est d'arriver à ce que, justement, il y ait des contraintes et que j'en prenne plaisir. C'est ça la difficulté. Parce qu'on peut tout à fait apprécier certaines mitzvot et peut-être qu'on en apprécie moins d'autres. Se lever le matin de bonne heure, peut-être c'est pas toujours agréable pour tout le monde. Je parle surtout pour les garçons, mais bon, voilà. Mais pourtant, on le fait. Pas seulement parce qu'il faut aller travailler, parce que je vais faire ma tefila, par exemple. Et c'est ces répercussions-là qui font que, même si ça peut me paraître difficile, parfois effectivement on a des hauts, on a des bas, mais cependant, eh bien, je suis heureux de savoir que je sers celui qui est. Je suis rattaché à la vérité de son, avec un S majuscule, son projet. Et c'est ça qui me permet justement, dans cette intention, de pouvoir pleinement percevoir Troumati, et je fais la remarque que Trouma, ça vient de l'eitromème, il y a une élévation. C'est-à-dire quand en fait on va donner à Kadosh Baruch Hu, quand on va donner à la Torah, c'est pas la Torah qui s'élève, c'est moi qui m'élève grâce à elle. D'accord? Donc, Adkan pour ce petit passage sur la paracha de Teruma, et nous passons sans plus attendre à la Megillat Esther. Pas? Ah non? Ouais, c'est 14 d'avance, quand même. Mais je pense que c'est même tard pour commencer à parler de la Megillat Esther. Bah, si tu vois mes cours, tu vas comprendre que voilà. Quoi. C'est pour ça que je profite de vous livrer quelques passages. Kedat malaasot bemalka vashti al asher lo asta et ma'amar amelech achashverosh peyad asarisi. On a tous en tête, bien évidemment, Vashti, avec son orgueil mal placé, avec son refus, non pas d'apparaître dénudé, parce que ça ne lui pose aucun problème, mais le fait que Achashverosh ne l'ait pas considérée à sa juste mesure, elle est la reine Vashti. Et il a osé l'appeler Vashti, et éventuellement la reine. Donc, elle a récusé, ça, il faut aller revoir sur mes cours, ça va vous paraître plus simple. En plus, il y a quelqu'un qui a fait des condensés de mes cours, je te rappelle. C'est en travail, je travaille dessus. Je travaille dessus, mais j'ai pas le temps, mais
L'objectif, c'est un livre. Bezrat Hashem. Il est en train de se mettre en place. Bezrat Hashem. En tous les cas, le fait est, c'est que, donc on a en mémoire l'orgueil, évidemment, de Vashti, qui a été décapité, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, qu'est-ce qu'on fait d'elle? En fait, j'étais trop vite. Qu'est-ce qu'on fait d'elle qui n'a pas écouté la parole de Achashverosh, la demande de Achashverosh auprès de ses conseils? Et nous dit le Rav Harlap, Imken, Din Mored Amalchut, Aya Yedua, Sheubamita. Celui qui se révolte contre le royaume est condamné à mort. Tu fais preuve de manque de respect à l'égard du dirigeant politique, selon beaucoup de traditions ancestrales, eh bien, tu mérites la mort. D'accord? Je n'ai rien dit. En plus, c'est enregistré, donc je n'ai rien dit. Mais je souhaite, Bezrat Hashem, Refoua Shlema, à tous les Miara et Aaron Barak, très bientôt. Nistapek Achashverosh, im Gama Malka Bichlal Ze. Nous dit Rav Harlap, Achashverosh, il a un doute. De quoi? Est-ce que ce décret de condamner à mort tout citoyen, toute personne qui manquerait de respect, eh bien, au roi, incombe aussi à la reine? Parce qu'elle est la femme du roi. Comment tu peux construire un couple si la femme elle a peur de parler avec son mari, de peur d'être condamnée à mort si jamais dit une parole de trop? Sharei Yeshet Amelech, Uba Memouchan, et arrive donc Memouchan, qui est appelé aussi, si vous avez en mémoire, Mumchan, c'est donc Aman, qui est prêt à tout balancer. Ben ouais, je l'ai dit dans mon cours, ouais. Le premier, tu vois, quand tu lis les premiers versets de la Megillah, c'est le dernier des 7 conseillers, et qui est écrit Memouchan, et le verset suivant, il est écrit Mumchan. Et pourquoi il est écrit Mumchan? Parce qu'il y a le Vav là, ce Vav là, qui est donc 6, eh bien, c'est un opportuniste. Donc, il a pris la parole devant les 6 autres, alors qu'il était le dernier. Et il conseille directement alors qu'on n'a rien demandé. Et le Midrash dit que c'est qui se met Mouchan? C'est Aman. Pourquoi? Parce qu'il est Mouchan là pour un autre. Il est prêt à faire tout ce qu'il y a de tordu. N'oubliez pas qu'il a une stratégie derrière. C'est sa fille. Il veut que sa fille se marie avec Achashverosh. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer en fin de compte? Sa fille va se suicider. Pourquoi elle se suicide? Parce qu'elle a balancé un seau. Voilà. Elle a balancé un seau, vous savez, elle a balancé un seau de détritus sur Aman, qui pensait être Mordechai. Et donc, évidemment, elle sait que si son père voit qu'elle a balancé un seau, il va la tuer. Donc, elle se suicide. Non, pas par tristesse, parce qu'elle a manqué de respect à son père. Non, faut pas déconner. Rias la Meler, et donc, comme on sait, le conseiller, eh bien, va déclarer que oui, eh bien, elle a mis la révolte, elle s'est révoltée, elle a le décret de s'être révoltée contre le roi. Yotse davar malchut mi lefanav asher lo tavo vashti lifnei hamelech Achashverosh. En fait, ce qui était une simple raison, quand vous y réfléchissez pendant 2 secondes, qui savait ce que a fait Vashti? Quasiment personne. C'est le 7e jour, c'est dans le michté intime qui est organisé. On n'est pas dans les 180 jours, dans les 6 mois qui viennent de s'écouler. On est dans le michté plus ou moins intime des gens du royaume qui sont près du royaume. Et il a réussi à transformer ce truc intime, plus ou moins intime, comment dirais-je, en takala, quand on dit takala, en accident, en incident diplomatique international. Donc, elle s'est révoltée contre le roi. Donc, il y a clairement Din Moredet. Vezeu Dvar Malchut. C'est la parole royale. En fait, Achashverosh, bien évidemment, est affaibli par cela, parce que Achashverosh, encore une fois, n'a pas mérité d'être roi. Seulement, si on lui énonce qu'un bon roi agirait comme ça. Donc, il considère qu'évidemment, il se doit d'appliquer cette peine. Shechen,
Imlon adunota bedin moredet, si tu ne la juges pas et ne la condamnes pas en ce sens, il sait qu'il coule, chez Kol Anashim, ça c'est indiqué dans les versets, chez Kol Anashim yevazu et baalehem, veimredu baen. Du coup, toutes les femmes, eh bien, vont commencer à mépriser leur mari et se révolter contre eux. Velachen, lo hayat tzorer memuchan le'askir befirouj, c'est la rogue de Vashti. Il n'a pas besoin de dire qu'il faut tuer Vashti. Il a simplement dit que, selon la parole du roi, elle s'est révoltée contre le roi. Et la loi, tu la connais. Exactement. Et c'est un stratège. Quand il y a de la pourriture du propos, il mène finement. J'ajouterai d'ailleurs que par la suite, il va dire, si ça te convient, moi je ne t'influence pas. J'aime ces gens quand ils veulent. Vous savez, il y a des disputes entre les gens et le copain vient demander réconfort chez son copain, et a priori, il pourrait calmer le jeu. Et le copain dit, vraiment, si j'étais toi, ça ne me plairait pas. Si j'étais toi, je la frapperais. Voilà, d'accord. Et c'est un peu ça ce qu'il a fait. C'est une horreur. Shechen, si vous décidez malgré tout que oui, elle se révolte, du coup, comme tu as dit, c'est QFD, rapport de causalité. Si tu arrives à la conclusion qu'elle s'est révoltée, donc tu sais ce que tu dois faire. Exactement. On est derrière la loi. La loi est la loi, tu comprends? Comme a dit un grand homme, on nous a expliqué que le fléau était le juif, donc j'ai voulu libérer l'Allemagne de ce fléau, a dit le grand Adolf Eichmann et Marchemo Bezecho. C'est la loi. La loi, tu vas contre la loi. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו יפתה ושתי. Il insiste, c'est pas seulement vis-à-vis du roi qu'elle a manqué de respect, qui a kol hasarim, mais vis-à-vis de tous les ministres, ועל כל העמים, אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. On est passé d'un petit point dans le Micheté de 7 jours, tu comprends, mais encore une fois, qui ne connaît pas cette expression de « mais tout le monde pense ». C'est comme en classe, quand les gosses, les adolescents, ils commencent à parler, à faire du bruit, etc., et que je m'adresse à un, arrête de parler, mais il n'y a pas que moi qui parle. Ah, ben ça va alors. Tout le monde parle. Tout le monde pense, il est affreux. C'est ça. Tu n'as pas blessé que Vashti, voilà. Non, tous les ministres, tout l'univers, tout le. Donc c'est ça. Qui a ça d'avoir un malchoute quand Hachim les bazot baléen, et comme il a dit, donc évidemment, que les femmes vont manquer de respect à leur mari, Benehem, Beomra, ma mère Achashverosh. Puisque le roi Achashverosh, eh bien, il a dit à Vashti de venir et qu'elle n'est pas venue, donc évidemment, tout l'empire va tomber. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de hausse, si vous me permettez l'expression, il n'y a pas eu une hausse d'achat de scooters après qu'on ait coincé Hollande avec sa femme. Là, il y avait le truc avec Hollande, là, quand il est sorti en cachette avec son scooter pour aller retrouver je ne sais plus qui. Là. Il n'y a pas eu une hausse ou une baisse des achats de scooters juste après cet événement. Quoi. Et des lunettes? Ah oui. Voilà. Bon. Mais encore une fois, c'est ce qu'il lui dit. Ce que tu as fait là, tu te rends compte, ça va. Bon. Les adolescents n'ont pas épousé leur prof de théâtre, a priori, depuis 20 ans. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Bref, je poursuis. Donc, il lui soumet, soi-disant gentiment, cette idée. Im la meler tov, yotse dvar malchut milfanav, veikate bedate baras ou madai. Donc, si ça te convient, si ça plaît au roi, on parle à la troisième personne singulier, parce qu'évidemment, le profond respect, votre seigneurie, votre majesté. Vous remarquez, encore une fois, à quel point, une fois n'est pas coutume de le rappeler, à quel point c'est un manipulateur extraordinaire. Im la meler tov, ça te plaît, ça vous plaît, ma seigneurie. Je ne pense que pour votre bien, je ne pense que pour votre seigneurie, mon cher maître. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Non seulement, si ce que j'ai dit te sonne cohérent, eh bien, écris-le dans les règles
règles politiques, les règles nationales, les lois de Perse et de Mède. Velo ya'avor asher lo tavo bashti lifnei Améler Achashverosh. Et donc, évidemment, ce sera un décret pleinement révolu, clairement voté par la loi, que ça ne pourrait pas se produire. Venishma Pidgam Améler, et on va se rappeler donc de cet aphorisme du roi, Asher Ya'aseh Bechol Malchuto, qui Rabahi, et donc, eh bien, en se mariant, les femmes s'engagent à donner tout ce qu'il y a de plus, de plus étroit, de plus petit, voire de plus grand, à leur mari. En gros, la femme est donc soumise pleinement à son mari. Relation, évidemment, cordiale entre un homme et sa femme, hein, comme dit l'expression consacrée. Si tu ne sais pas pourquoi, eh bien, tu frappes ta femme, elle le sait. Hein? Charmant. Hein? Et face à cela, je me permettrai d'ajouter une petite remarque. Face à cela, il y a un petit détail que quelqu'un m'a demandé aujourd'hui parce qu'il s'est assis avec moi pour étudier un peu la Megillah. Et donc, je m'amuse à lire les versets et je lui sors tous les midrashim, etc. Et il y a un petit détail qu'on a parfois tendance à oublier, c'est le fait que Mordechai et Esther sont cousins. C'est pas? L'oncle de Mordechai, c'est Avichail, le père de Esther. Dans cette sémantique Avichail, Esther, on a besoin de le rappeler, elle est issue, donc évidemment, comme Mordechai, de la famille de Binyamin, mais le père de Esther est un homme de combat, Avichail. Et Mordechai et Esther étant cousins, il y a une sorte, si vous me permettez de se faire cette extrapolation, il y a une sorte d'égalité en dignité entre Mordechai et Esther. Non, j'ai bien dit. Bat Dodo, donc ils sont cousins. Ils sont cousins. Vous voyez? C'est bon ou c'est pas clair? Esther et Mordechai sont cousins, puisque l'oncle de Mordechai s'appelle Avichail. Et Avichail, c'est le père de Esther. Donc, si Mordechai est le neveu de Avichail, donc Mordechai et Esther sont cousins. Bon, mais ce que je me permets d'ajouter, c'est cette notion, encore une fois, d'égalité en dignité. Esther et Mordechai, est-elle mariée ou non à Mordechai? C'est une discussion entre les Chachamim dans les Midrashim, et peu importe, il y a une sorte d'égalité en dignité. Alors que ce que nous doit retenir ici du couple idéal selon Achashverosh, c'est qu'il n'y a pas d'égalité en dignité. Puisque à la moindre coupette de champagne, je peux, Chadé Shalom, tuer ma femme. C'est comme, on se rend pas compte, mais c'est ce qu'on lit quand même. Si, il a ce mémoral. Il y avait beaucoup de gens là-bas. Personne n'en parlait que lui, il a... On a dit ce qu'on a dit tout à l'heure, d'accord? Je veux aussi l'écoute. Oui, mais il y a une raison pour laquelle il l'écoute aussi. Il y a une raison, c'est parce qu'il est aussi opportuniste que Haman. J'ai souvent soulevé cette thèse-là. Il est aussi opportuniste que lui. Haman ne vient pas, il faut se rappeler que Haman n'est pas perse. De la même manière que lui, n'a pas de sang royal. Donc il y a une sorte de complicité, d'entente cordiale entre les deux. Il faut donner sa chance à chacun. Hein? Tu n'as pas les papiers, mais c'est ta chance. Vous comprenez? Sur Goldman. Ta chance. C'est ta chance. La chance Goldman, c'est ta chance. Oui. Tu n'as pas la couleur comme il faut, tu n'as pas les papiers, mais voilà. Mais en gros, c'est ça. Elle vient de l'immigration, elle vient de machin, etc. Bref, mais c'est ça l'idée. C'est que Haman, il vient de l'étranger, Achashverosh n'a pas de sang royal, donc a priori, ils ne peuvent que s'entendre. Jusqu'au moment où il va comprendre quand même, malgré tout, que Haman, il en veut un peu beaucoup quand même. La preuve, c'est que Haman, je vous rappelle quand même, encore une fois, continuer, mais c'est là que je me rends compte que bon, prochain savoir, mais tu la Megillah, qui vient de revenir sur ces choses-là, Haman, il va quand même détenir la moitié du royaume d'Achashverosh. C'est pour ça qu'Achashverosh va reposer à Esther jusqu'à la moitié. Il ne peut pas plus que la moitié parce que l'autre moitié est déjà prise par Haman. Donc il a trouvé admirable le comportement de Haman, sympathique, une amitié profonde, jusqu'au moment où Achashverosh finit par avoir peur de l'évolution d'Haman. Parce qu'il évolue très vite. Il a jusqu'à la nuit qu'il n'a pas dormi, il était très ami avec... Memouchan.
Tan lifnei hamelech. Donc, Memuchan va prétendre devant le roi, chez Chutz me'amerida ve'balchuto. Une fois, on reprend sur ce propos. En plus de s'être révolté contre le royaume, Ayakan, Gamered, Alisha, Bevala. En plus de s'être révolté, donc d'avoir fait quelque chose qui était inadmissible du point de vue de la juridique, de la justice du palais, c'est aussi une femme qui a osé se révolter contre son mari. Lo ala melech levado, ifta vashti amalka, qui a tzadavar amalka, al kol anashim leivazot, baalien benem, comme on a dit. En plus d'avoir méprisé le roi, c'est une femme qui a méprisé son mari. Je ne voudrais pas vous effrayer de quelque manière que ce soit, mais vous savez que dans le monde, c'est encore très peu accepté pour beaucoup d'hommes d'avoir une femme qui les dirige ou qui s'affirme, ou une femme plus intelligente que lui. On a envie d'avoir une femme intelligente, mais pas plus que moi. Hein? Je vais vous livrer un enseignement très personnel. Je raconte souvent cette anecdote, enfin souvent, quand je suis sorti avec ma meuf, avant qu'elle soit ma meuf, eh ben, on m'avait présenté quelqu'un et je m'avais demandé expressément, pas une femme qui soit trop érudite en Torah ou ça, parce qu'elle va s'ennuyer avec moi et je suis pas bon. Et ça a été une catastrophe, évidemment, la femme en question, parce que j'ai découvert, évidemment, à quel point ces choses m'intéressaient profondément, la Torah, Eretz Israël, les idéaux, etc. Bon, et puis, il se trouve, quand mes enfants me racontent, sont souvent au courant de cette anecdote, qu'on a commencé avec un groupe, d'ailleurs c'était des jeunes Français, des jeunes étudiants, etc. Il y avait aussi une Israélienne dans le groupe, et on collait des affiches la nuit pour un parti politique, c'est pas évidemment, vous entendez de gauche, tolérant, ouvert, etc. D'accord et c'est ma femme qui était là-bas. Et après notre premier date, c'était dans un restaurant gourmet, Pizza Hut à Jérusalem, et vous sentez déjà le très gourmet, avant d'aller à la veillée d'études de Hoshana Rabbah avec le Rav Zini et le Rav Cherki. Bon, c'est les premiers. Voilà. Donc, on a réglé le problème politique, on a réglé le problème spirituel. Voilà, un mois après, on s'est fiancés. Bon, prochain. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ma femme a et avait une plus grande connaissance de Torah que moi. Et ça ne posait aucun problème. Au contraire, toute la conception hébraïque, elle dit quoi? C'est important d'avoir en tête. Israël. Au moment du don de la Torah, les femmes sont mises en avant parce qu'elles ont une inclinaison naturelle de spiritualité. Elles vont pousser leur mari au Beth Midrash. La fameuse phrase qui dit derrière un grand homme, même derrière un moyen homme, il y a une femme derrière, c'est pas une simple phrase. Elle a tout son sens dans la tradition hébraïque. Abraham n'aurait pas pu être Abraham sans Sarah et Méno. Donc cette notion, encore une fois, je répète, c'est une sorte de femme qui serait supérieure au mari dans la tradition hébraïque. Ça n'a pas de sens. Il y a un autre problème qui n'a rien à voir avec ça, mais qui est tout à fait notable, c'est évidemment le problème de pudeur, d'humilité, etc., mais qui est vrai pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas lié spécifiquement à la question féminine ou masculine. Il est vrai qu'il y a des règles qui sont pas imposées, mais en tout cas qui sont exigées de la part d'une femme, qui sont différentes de celles des hommes. Il n'y a pas de doute là-dessus. Si on a des invités à la maison et des hommes à la maison, il est clair que ma femme elle va chanter beaucoup plus bas que s'il n'y avait pas d'hommes à la maison. Beaucoup moins audible, si je puis dire, que s'il y a des hommes à la maison. Mais bon, ça c'est un autre problématique. C'est par rapport à la femme, la voix de la femme qui chante, etc. Encore une fois, je ne suis pas en train comment dirais-je, de donner une image pastorale des implications et des indications de la femme vis-à-vis de l'homme. Mais en aucune manière, il y aurait un reproche ou un rejet ou une sorte de malaise si la femme était plus intelligente que son mari. Au contraire. Hein, ça n'importe de vous le rappeler. Ça pense, hein, je vous ai livré quelques exemples. Un mari qui est très Jaloux. jaloux que sa femme essaie. Et si quelqu'un rencontre quelqu'un dans la rue, lui dit: oh, ta femme, elle est espagnole, elle est très bien, elle aime les gens et tout. Alors, il rentre à la maison, il s'énerve. Qu'est-ce que c'est ça, ce monsieur-là? Il me dit que tu es comme ça, comme ça. Oh, ben bon, c'est pas... Mais encore une fois, ce n'est pas la Torah, ce que tu me parles là, c'est des gens, mais
Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que tous les gens avec ou sans kippa, avec Streimel, pas Streimel, Ashkenaz, Sepharad et je ne sais quoi d'autre sont automatiquement extraordinaires. Mais vous avez livré une fois une phrase, il me semble, du Rav Aviner que j'affectionne particulièrement. Il y a un jeune homme qui demande au Rav Aviner, j'ai rencontré des jeunes femmes pour me marier, mais je n'ai pas trouvé. Je voudrais une femme qui soit vraiment belle. Et le Rav Aviner dit, écoute, laisse-moi réfléchir, je vais voir. Lendemain, le Rav Aviner parle avec le jeune homme, écoute, je l'ai trouvé, il y a un seul problème, c'est qu'elle est mariée avec moi. D'accord? Mais c'est exactement cette problématique-là. Ce que tu viens de soulever à l'instant, jamais il ne me viendrait à l'esprit de regarder une autre femme, de commencer à complimenter une femme sur une robe, mais sans, encore une fois, mais malheureusement, j'aimerais vous dire, ça devrait être une évidence, pas seulement parce qu'on a une kippa sur la tête, ça devrait être une évidence en tant que respect à l'égard mutuel du conjoint et de la conjointe. Je veux penser que ce n'est pas très rare, mais je me rassure-toi, tu sais que je prépare des jeunes hommes à leur mariage, donc, bon, Hachem, c'est partie des évidences. Mais il est évident que quand un jeune homme m'a dit il n'y a pas longtemps que je prépare son mariage, il me dit que il a vu que sa fiancée, elle parle avec des hommes et tout ça, comment il va chez le gynéco, et c'est un homme, et je lui ai dit, tu vas respirer. Vas-y, respire un bon coup. Oui, c'est ça. Je vais respirer un bon coup. Mais encore une fois, c'est parce qu'il y a ce rapport comme ça, comme si ma femme était ma propriété. Ai-je besoin de vous expliquer je ne pense pas que la ketouba sont les engagements du mari vis-à-vis de sa femme, d'abord et avant tout. Donc, vous voyez, encore une fois n'est pas coutume, à quel point nous sommes l'antithèse de toutes ces cultures-là. Et je répète, évidemment, il y a des hommes qui ne se comportent pas bien. Mais je pense qu'il a dû dire ça au second degré, tu vois. On m'a pas fait mais non. Tu sais, je vais te dire un truc. Il y a une semi-plaisanterie que j'aime souvent dire aux jeunes garçons, aux jeunes fratanim, que ils veulent étudier la Torah, ils sont très investis, etc. Il n'y a pas de problème. Le seul truc, c'est que, le moment où tu n'étudies pas la Torah, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas prétexter que tu dois étudier la Torah quand ta femme elle a besoin de toi, et que les moments, entre guillemets, de libre, tu es en train de jouer à la PlayStation, ou tu es en train de voir un film, ou en train de sortir avec tes copains, jouer au football. Hein? Il y a ce qu'on appelle en hébreu mitrased. Voilà, genre, choufou, regardez comme je suis un grand être pieux et spirituel. Je pense qu'il y a une cohérence. Je pense qu'il doit y avoir une cohérence. Et je sais, vraiment, je suis très, comme dire, à chaque fois très reconnaissant à l'égard de mon épouse, mais je ne peux pas faire ce que je fais si elle n'est pas derrière. Si elle n'est pas réellement dans cet engagement, avec le même engouement. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, il faut être authentique, il faut être vrai. Il y a cette expression que j'aime dire à chaque fois, on ne montre pas l'exemple, on est l'exemple. Montrer l'exemple, c'est automatiquement quelque chose qui sonne faux. Pas? Disait Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, où l'homme demandait au Rabbi Menachem Mendel comment je peux faire pour que mon fils soit un érudit, soit un Talmid Chacham. Alors le Rabbi Menachem Mendel, il dit, étudie la Torah, parce que sinon tu vas éduquer un enfant qui va savoir comment éduquer son fils à vouloir être un Talmid Chacham. C'est ça. D'accord? Bref, je reprends mon propos. Donc l'insulte qui a été évidemment vis-à-vis du roi et vis-à-vis du mari. Mais la reine, l'odei, yargu ota, mitzad amerida bamalchut, c'est pas seulement tu vas la tuer parce que justement elle a manqué de respect, elle a été révoltée contre le royaume, contre le roi, contre l'esprit de royauté. Veyesh tsorer lefarsem berabim, sheikar onsha, ou mitzad ameret shemarda bevaala. En fait, ce que tu vas d'abord et avant tout diffuser, c'est le fait qu'une femme puisse être montrée récalcitrante à l'égard des souhaits de son mari. Ceci étant dit, vous avez tous en tête, je l'espère, que le souhait du mari est quelque peu ennuyeux quand même. Si on parle d'un point de vue cohérent, pas pour Vashti, mais il est quelque peu cohérent. Puisque, encore une fois, lui demander de venir avec seulement une couronne sur la tête, c'est un peu cavalier quand même. Mais comme la femme est sa propriété,
Donc, aux yeux d'Achashverosh, elle en fait ce qu'elle veut. Il en fait ce qu'elle veut, parce qu'il veut. D'accord? Ceci étant dit, vous avez un enseignement que j'ai donné sur la queue de Vashti et les cornes de Vashti. J'ai fait un enseignement là-dessus dans Midrash. Si vous avez l'occasion de le revoir, je vais le renvoyer de toute façon. Mais il y a aussi cette problématique qui est derrière. Mais en tout cas, la pudeur chez Vashti n'est pas un problème. On m'avait dit, c'est le problème d'ego chez Vashti qui est le problème. C'est la petite fille. Si les gens ne savent pas que elle est, encore une fois, d'abord tuée parce qu'elle a manqué de respect envers son mari, alors automatiquement, ils vont diffuser les femmes que Achashverosh a demandé à Vashti, la reine, de venir auprès de lui, et elle n'est pas venue. Seulement parce qu'il est roi, et donc elle s'est révoltée contre lui. Et là, on est Jamita. Aval, loïl medoulekach misé, la tête yakar les baalehen. Ce que va insister Memouchan Aman, justement par ce décret, ce n'est pas seulement le fait de savoir qu'on ne peut pas se révolter contre le roi, c'est le fait d'être en mesure d'être, genre, je puis dire, totalement soumise et obéissante aux vœux de ton mari. Velachel, im ala melech tov yitzeh adavar malchut, donc le décret royal, Milfanav, et il va donc publier dans les réglementations de Perse, de Mède, que en aucune manière ne pourrait venir ni Vashti devant son roi, ni une femme devant son mari, pas, Charlotavo Vashti lifnei hamelech, שאפילו אם תרצה לחזור בה ולבוא לפני המלך, לא ייתנו לה. Et que même si, par exemple, elle avait envie de se rétracter et corriger la donne, elle ne pourrait pas le faire. Comment? Tu ne m'as pas dit bonjour de bon matin? Tac, je te frappe. Non? Mais c'est terrible ce que je vous dis. Hein. Et quand tu as dit effectivement à certains hommes, mais tu n'imagines pas, une fois, il y a quelques années de cela, je veux espérer que ça ne se passe plus comme ça. Il y avait des jeunes femmes qui étaient préparées au mariage par certaines personnes qui leur expliquaient qu'il était impératif pour le bien de ton foyer, pour la paix dans ton foyer, que tous les soirs, tu reçoives ton mari habillé, maquillé, avec une entrecôte et une bière prête. Non? Ah, peut-être c'était ça en fait. Non, mais tu te rends compte du drame. Tu te rends compte du drame. C'est aussi nous, ces jeunes filles, alors, quand je rencontrais, alors ils m'ont dit, tu vas rien lui parler de la Torah, toi tu es rien du tout, tu connais rien du tout, tu lui fais semblant que lui c'est mieux que toi, tu dis rien. Alors chaque fois qu'il parlait quelque chose, moi je devais me tenir très très fort pour rien lui dire, parce que moi je suis la femme elle dit rien du tout, elle est bête, elle connaît rien du tout. J'avoue que c'est très agréable. J'avoue que c'est très agréable. Et c'est les conseils qu'ils nous donnaient. C'était les conseils qu'ils nous donnaient. Même pas en rêve, même pas en rêve. C'est impressionnant. Bien sûr. Même pas en rêve. Non, non. Je peux t'assurer, je peux t'assurer que quand j'ai le sentiment que volontairement, je vais exagérer un peu le propos, je peux t'assurer que j'ai le sentiment que je suis une bombe en Torah, femme me calme tout de suite. Bon. Non, mais ça veut dire que quand il y a même autour d'un repas et que je commence à dire certaines paroles que dans certaines interventions, les gens ont trouvé géniales, extraordinaires, il y a des choses que ma femme, elle connaît parce que d'abord, on les a étudiées ou ensemble, parce qu'elle les a étudiées elle-même, elle s'en connaît. Oui, mais on connaît ça. Vas-y, autre chose. Ça veut dans le sens pas de manière méprisante, mais de dire que des idées, enfin, c'est très compliqué. On se casse la tête pour être à la hauteur d'une personne qui, au Hachem, a une bonne tête et intelligente et instruite. Alors qu'elle n'a pas forcément la capacité, la facilité aujourd'hui, une mère de famille, elle travaille, etc., à étudier autant qu'elle le voudrait. Donc, encore une fois, ce genre de relation, de laisser entendre qu'une femme, encore une fois, ne sait rien, qu'elle baisse la tête, d'abord, honnêtement,
tu rigoles, ça pourrait être très agréable pendant une semaine. Mais à un moment donné, c'est frustrant, c'est honteux, c'est affreux. Mais c'est une grande rabbinite, C'est mieux pour elle. bien sûr. Mais c'est la grande première. Et le jour du mariage, voilà, le jour du Une femme rabbinite. mariage, Ah, voilà. le jour du mariage, elle est venue me parler. Hein, maintenant, tu vas être une femme et tout. Oublie les prières, oublie les Torah, oublie tout. Tu dois C'est être parfait. à la maison, Ouais, voilà. servir ton Alors, mari. je vous répète, étant donné que je ne suis C'est pas une une grande grande rabbinite, je vous répète, étant donné que je ne suis pas ni une grande rabbinite, ni un grand rabbin, je suis un petit rabbin, donc je pense autrement. Ça va? C'est bon? Eh ben, dommage que je vous ai pas C'est bon. entendu. Hein. Mais Je pouvais pas. à Botaï, encore une fois, c'est une question de, C'était trop c'est une question de dialogue. Pardon? Non, ce qui me gêne, je vais te dire, c'est pire que ça. C'est pas quelle époque. Je suis pire que ça. C'est pas quelle époque. La question cruciale pour laquelle Akadosh Baruch Hu a séparé l'homme de la femme, c'est pour qu'ils se rencontrent face à face. À partir du moment où il faut qu'ils se rencontrent face à face, c'est pas une question d'époque. C'est une question, peut-être qu'on a été influencé par certaines cultures, mais si encore une fois, on se focalise sur le cœur même de la Torah, et c'est pas d'aujourd'hui, la question de face à face, c'est qu'il y a une nécessité de dialogue entre l'homme et son épouse. Et si, encore une fois, l'homme a une instruction extraordinaire, quand je dis instruction, ce n'est pas forcément instruction par des livres, mais une intelligence extraordinaire, et que la femme, eh bien, excusez-moi du terme, elle est une petite bigote, bête et je ne sais pas quoi d'autre, la discussion, elle va être vite entachée. Elle va être vite frelatée, si je puis dire. Donc, voilà. En tous les cas, Kedesh Elotuchal, Leinatzel, Minamita, je reprends. Donc, si effectivement Vashti aurait pris soin, aurait fait le souhait de vouloir regretter ce qu'elle a fait pour être épargnée de la mort, il est impératif que tout le monde sache bien que la seule raison essentielle pour laquelle, eh bien, effectivement, elle est morte, c'est parce qu'elle s'est révoltée contre son mari en tant qu'homme. Et donc, Yatsa Davar, on peut renforcer ce propos, nous dit le Rav Harlap, Yatsa Davar Malchut Milfanab, Aïnou. Chez Loyaskiru Klal et Tinyana Merida Malchut. Et on le voit dans la suite des versets. En aucune manière, eh bien, est rappelé qu'elle s'est révoltée contre le roi. Qui Merida Bevala. Sinon, qu'elle s'est révoltée contre son mari. Que toutes les femmes sachent, reconnaître, c'est-à-dire faire preuve de reconnaissance à l'égard de leur mari. Vezeu, venishma, pitga ameler, asher yase bechol malchuto, c'est ce qui va être indiqué, enseigné dans toutes les provinces du roi. Sheitnu leze pirsum gadol, qu'une grande diffusion, kedei, chez kol anashim itnu yakar le baalehen, le migdol vaat katan, que les femmes donnent ce qu'il y a de plus cher à leur mari, du plus grand au plus petit. Que mon mari soit intelligent ou non, qu'il soit beau ou bête, qu'il soit propre ou sale, qu'il soit... Je suis totalement voué à mon mari. Voilà le décret qui sort de Haman. Ce qui est intéressant, c'est que si effectivement c'est Memouchan, c'est Haman, vous en conviendrez, c'est très intéressant de voir la femme de Haman. Zeresh, elle est aussi pourrie. Et elle prend le pouvoir sur Haman. Oui. C'est intéressant comme problématique. Justement, celui qui vit une frustration à l'égard de son épouse va prodiguer ce genre de décret. D'accord? Tov, Adkan, Baruch Hashem pour la Megillah. Peut-être j'ajouterai un dernier point, si vous me permettez, avant de passer à autre chose. Ce qui est intéressant malgré tout, c'est que Esther, vous savez, eh bien, elle cachera son ascendance royale. Donc, même si on ne rappelle pas la question de cette révoltée contre le roi, il lui est demandé malgré tout de cacher, son origine juive, mais aussi le fait qu'elle vienne de la tribu de Benjamin, qui est une tribu royale. Parce que dans ce cas précis, ça aurait évidemment des répercussions, comme on le voit ici, entre Vashti d'ascendance royale avec Achashverosh. D'accord?